Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. L'opposition semble avoir trouvé un angle d'attaque qui prend. Nous ne paierons pas pour le canal Istanbul est devenu le discours principal pour un sujet controversé. Mais pour Recep Tayyip Erdogan, la parole donnée d'un État doit être tenue quel que soit le pouvoir en place. Le débat continue autour du projet pharaonique du canal Istanbul. Après l'inauguration du chantier d'un pont d'une autoroute présenté comme le début des travaux, toutes les composantes de l'opposition ont exprimé leurs critiques. Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui a surnommé cette tentative de « canal béton », a exprimé son choix à travers son slogan « soit le canal, soit Istanbul ». Kemal Kılıçdaroğlu avait dans le passé menacé les investisseurs potentiels. Lors de l'inauguration du chantier du pont de l'autoroute, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan lui a répondu « Il menace les investisseurs, regarde-moi ça. Ils disent « On arrive et sachez que nous n'allons pas vous payer. Nous allons mettre la main sur ces investissements. » Il menace les banques. Et dans la foulée, il menace également les pays qui montrent de l'intérêt à ce projet. Mais quelle impolitesse! Quelle impolitesse! La continuité de l'État est un principe essentiel. Ces gens-là n'ont pas la culture de l'État. Comment pouvez-vous prétendre à diriger l'État? De gré ou de force, ils récupéreront leur argent à travers les tribunaux d'arbitrage internationaux. L'expression « de gré ou de force » a fait réagir la présidente du İYİ Parti, Meral Akşener, qui a immédiatement répliqué « Tu trahis ton peuple en disant n'importe quoi, tu parles comme le gouverneur d'une colonie. » Face à un projet gigantesque qui suscite des hésitations de la part des investisseurs et porté par des sondages donnant l'opposition gagnante, le chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a enfoncé le clou par une série de tweets en plusieurs langues. En raison d'incompatibilité du canal Istanbul avec l'intérêt national et de la politique climatique internationale, ceux qui financeront ce projet ne seront pas remboursés par le trésor public turc. Seront exigés les dommages et intérêts en cas de tout préjudice environnemental en Turquie. Canal ou pas, le débat autour de ce projet apparaît déjà comme l'un des sujets principaux de la prochaine campagne présidentielle. L'expression « de gré ou de force » n'a pas été simple à traduire et d'ailleurs ne traduit pas exactement le propos original qui est ce qu'est. Donc, on reprend. L'expression « de gré ou de force » n'a pas été simple à trouver et ne traduit pas exactement le propos original prononcé ce qu'est, qui pourrait être également traduit par « à l'arraché ». Mais il est rare d'entendre ce type de propos dans la bouche de politiciens de droite. Ruşen Çakır en a parlé avec Hakkı Özdil. Hier, le président Erdogan a tenu des propos très surprenants en utilisant l'expression « de gré ou de force », en parlant des investisseurs internationaux qui récupéraient leur argent. Et je dois dire qu'on pourrait en parler pendant des heures de cette expression. Donc là, je suis avec Hakkı Özdal, journaliste à Gazete Duvar et éditorialiste à Mediascope. Hier, tu as commenté ces propos auxquels je souscris pleinement. Et d'ailleurs, j'y ai rajouté, je suis sûr qu'Erdogan a déjà regretté ou regrettera d'avoir tenu ces propos. Parce que il se trouve que je suis la carrière politique d'Erdogan depuis assez longtemps, depuis le temps où il était devenu responsable du Refah Partisi à Istanbul. Je lui ai consacré de nombreux reportages et analysé nombre de ses discours, et à vrai dire, je n'aurais jamais pu croire qu'il puisse tenir un discours pareil. Parce que c'est non seulement problématique dans le fond politique, mais dans la forme aussi, ça pose un énorme problème. Disons qu'en privé, oui, il peut tenir des propos comme ça aux investisseurs. Il peut leur dire en privé « vous obtiendrez votre argent de gré ou de force ». Ou bien il peut également discuter avec Kemal Kılıçdaroğlu et Meral Akşener en privé, bon, même s'il ne le fait pas, mais disons en privé, il peut leur dire « vous dites ça, mais bon, les investisseurs obtiendront leur argent de gré ou de force ». Mais dans une inauguration à laquelle il porte une grande importance, le fait qu'il dise ça publiquement, la manière dont il l'a dit, tout ça est très problématique. Parce que, malgré tout, il a toujours forgé une image de leader qui tient tête à l'Occident, qui résiste à ce qu'il appelle le lobby des taux d'intérêt, les lobbies financiers. Et là, il s'agit clairement du lobby financier. Ce sont des gens qui mettent de l'argent dans quoi finalement? Dans une espèce de rente issue de la nature. Ils se disent, je mets une somme et je récupère, je sais pas moi, 1,5 fois cette somme, sans produire grand-chose.
Mais à vrai dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de ces cercles financiers qui sont intéressés par ce projet, et il me semble que ça fasse partie des problèmes. Le fait qu'Erdogan l'exprime de manière aussi ouverte, qu'il étale son impuissance face à cette situation, même s'il le fait pour critiquer l'opposition, cette situation est assez triste pour lui. Toutes les postures qu'il avait eues dans le passé, son célèbre One Minute à Davos, où il avait tenu tête à Israël, toute cette rhétorique sur la nation, le pays, toutes ces sorties « Hé, toi l'Europe, hé, toi les États-Unis », eh bien tout ça s'effondre avec cette phrase, et je pense qu'elle va dorénavant lui coller. Et en plus, l'expression « de gré ou de force », c'est quelque chose qui nous appartient à nous, les gens de gauche. C'est un slogan qui est scandé par les ouvriers, les travailleurs, les opprimés, ceux qui se font diriger. Obtenir ses droits par la lutte, c'est ça ce que ça veut dire. C'est quelque chose de beau d'une certaine manière. Mais là, Erdogan prend cette image et l'offre à la finance internationale. Et c'est quelque chose de très contradictoire. Mais revenons à ce que tu as dit hier. Tu as dit, si j'ai bien compris, qu'Erdogan a en fait des difficultés à trouver de l'argent pour ce projet, non ? Oui, effectivement. C'est clair que l'expression qu'il a employée hier montre qu'il essaye de surmonter cette difficulté en se présentant comme une espèce de caution pour les investisseurs internationaux. Et je suis plutôt d'accord avec toi sur la caractérisation de l'expression de gré ou de force parce que cette expression appartient plutôt à l'imaginaire de la gauche. Ça signifie surtout le désir du plus faible, physiquement, d'obtenir ses droits auprès du plus fort. C'est un peu comme la revanche du plus faible sur le plus fort. Et ça fait bien évidemment partie de la rhétorique de gauche. Mais hier, le fait qu'il ait fait référence aux tribunaux d'arbitrage internationaux, qui sont les instruments du commerce et de la finance internationale, et, disons-le, le cadre juridique de l'impérialisme financier, le fait qu'il fasse référence à tous ces instruments montre sa colère, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il va regretter ses propos. Actuellement, l'opposition s'organise contre ce projet. Par exemple, la municipalité d'Istanbul a lancé le slogan « Soit le canal, soit Istanbul », un slogan qui marche plutôt bien. Et force est de constater que ce projet sur lequel Erdogan a fondé beaucoup d'espoirs économiques est emblématique de la vision de l'AKP en termes d'accumulation du capital. C'est pour eux une manière de montrer que le modèle va continuer, va perdurer. Mais ils se rendent compte que ce projet est en train de perdre le soutien de l'opinion publique. Les gens comprennent qu'il va entraîner des dommages écologiques dans un contexte où l'opposition est organisée en face, a le vent en poupe dans les sondages et risque de prendre le pouvoir dans une élection éventuelle. Et bien dans ce contexte, Erdogan a de plus en plus de mal à trouver des investisseurs pour ce projet, surtout après que les partis d'opposition aient déclaré qu'ils ne paieront pas. Ça y est, c'est officiel, la Turquie ne fait plus partie de la Convention d'Istanbul, qui d'ailleurs, selon les associations féministes, n'était pas non plus appliquée avec une grande rigueur. Toujours est-il que le mouvement des femmes, fer de lance de la contestation, a battu le pavé hier pour protester contre ce qu'elle voit comme un recul. De nombreuses femmes ont manifesté pour protester contre le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, qui se donne pour objectif de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous ne nous taisons pas, nous n'avons pas peur, nous ne nous soumettons pas. Ce slogan maintes fois répété par le mouvement des femmes s'est heurté hier à la force policière à Istanbul et dans plusieurs grandes villes de Turquie. Mais face au nombre et à la détermination de ce qui apparaît aujourd'hui comme la plus grande force de résistance au pouvoir, les barrières dressées par les forces de l'ordre se sont effondrées à Istiklal. Dans toutes les grandes villes, les manifestations ont été émaillées d'interventions des forces de l'ordre. Plusieurs barreaux d'avocats ont également protesté contre ce retrait. L'atmosphère est très tendue. Pas une semaine ne se passe sans qu'un féminicide ou un cas de violence faite aux femmes ne devienne viral dans les réseaux sociaux. Une vidéo où un homme crie contre une femme qui avait mis un short avait circulé. Le lendemain, la remise en liberté d'une femme accusée d'avoir prostitué ses enfants à Elmalı avait provoqué la fureur, poussant même le chanteur Tarkan à protester. La Convention d'Istanbul était censée lutter contre ces drames, et le premier signataire était la Turquie. Ce traité a finalement été considéré par le pouvoir comme, je cite, promouvant l'homosexualité et portant atteinte aux valeurs familiales, comme la Pologne. Pour de nombreux observateurs, c'était surtout un cadeau fait au secteur conservateur de la société,
Une manière de consolider le noyau dur islamiste qui continue de soutenir Erdogan dans un contexte de perte de vitesse. Selon l'Institut de sondage Métropole, plus de la moitié des sondés sont opposés au retrait de la Turquie de cette convention, contre 26% qui soutient l'initiative. Les manifestations annuelles organisées dans le cadre de la Semaine des Fiertés s'est heurté une fois de plus à la violence policière, des scènes devenues habituelles depuis 2015. Si la première organisation de ce type a eu lieu sous le régime d'Erdogan en 2003 et atteint en 2014 des dizaines de milliers de personnes à Istanbul, la situation a changé à partir de 2015 avec la concordance des dates du Ramadan et de la Pride. Entre-temps, le régime avait abandonné les discours libéraux pour une rhétorique bien plus conservatrice. Depuis, les manifestations sont interdites officiellement pour des raisons de sécurité. À chaque fois, les associations LGBTI+ manifestent, à chaque fois la police charge. 2021 n'aura pas fait exception à cette règle. La préfecture a interdit la manifestation pour des raisons de sécurité et de, je cite, « protection de la tranquillité des citoyens, de la santé et de la morale publique ». Les images du dispositif policier ont fait le tour des réseaux sociaux. Madonna a partagé une vidéo devenue virale de l'artiste Liana Georgi précédant les forces de l'ordre. Une question, pourquoi tant de policiers ? Bülent Kılıç, photoreporter de l'AFP et auteur de nombreux clichés emblématiques, a lui-même été plaqué au sol, un policier lui écrasant le cou. Ce ne sont pas ses paroles « je ne peux plus respirer », mais les protestations des manifestants qui finalement provoqueront sa libération. Certains clients des cafés qui protestaient contre le comportement des forces de l'ordre aux alentours ont été interpellés. Un père de famille, voyant que ses enfants avaient peur, a demandé à la police de faire moins de bruit. Il s'est fait interpeller chez lui. Selon le classement Rainbow Europe, fait par la coordination non gouvernementale ILGA Europe et qui recense la situation des LGBTI+, sur 49 pays, la Turquie est le deuxième pire endroit pour les homosexuels, après l'Azerbaïdjan. Même si le variant Delta semble se développer, la Turquie a accéléré sa vaccination et n'a plus de problème d'approvisionnement en vaccins. Le gouvernement a dévoilé les modalités du retour à la normale. Le ministre de la Santé Fahrettin Koca a déclaré que le personnel de santé et les citoyens de plus de 50 ans qui ont reçu 2 doses du vaccin chinois Sinovac pourront recevoir une 3e dose du vaccin BioNTech, réputé plus efficace. Pour ceux qui avaient reçu une dose de ce vaccin, le délai pour la 2e injection est ramené à 4 semaines. Dans le cadre de cette normalisation, les mesures restrictives comme les couvre-feux les soirs et les week-ends sont supprimées. Les restaurants, cafés et bars pourront rouvrir. Mais après les déclarations du président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan, la musique devra s'arrêter à minuit. Les mesures interdisant les licenciements prises au début de la pandémie sont également levées. Certaines entreprises impactées par la crise sanitaire ont changé les conditions de travail des employés. La Turkish Airlines aurait fait savoir à son personnel que les récalcitrants seront considérés comme des missionnaires. Selon des représentants du personnel préférant rester anonymes qui ont témoigné au site d'information T24, 2500 salariés pourraient perdre leur emploi s'ils n'acceptent pas ces changements. Au 1er juillet, plus de 5000 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Et pour terminer, une information qui met un peu de baume au cœur des défenseuses et des défenseurs des droits humains. La Cour constitutionnelle a statué en faveur du député Ömer Faruk Gergerlioğlu. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision dans l'affaire Ömer Faruk Gergerlioğlu. Selon la plus haute juridiction, le député déchu de son mandat a été victime de violations de ses droits, le droit à être élu et mener une activité politique, ainsi que le droit à la sécurité et à la liberté. C'est son fils, Salih Gergerlioğlu, qui a annoncé mercredi soir la décision, prise selon lui à l'unanimité. Le député HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu avait été déchu de son mandat et emprisonné pour avoir retweeté l'article d'un site d'information T24. La justice l'avait accusé de, je cite, « propagande terroriste », alors que le média retweeté n'avait pas été inquiété.
Le profil atypique de ce député, qui avait présidé l'association des droits humains Mazlumdar de sensibilité islamique, avant de se faire élire sous la bannière du HDP, dérangeait le pouvoir, comme lorsqu'il avait révélé les pratiques de la fouille à nu imposée aux femmes, notamment voilées, que le pouvoir prétend pourtant défendre. Gargarlioğlu devrait être libéré dans les heures à venir. Cette décision intervient alors que la Cour d'appel instruit la demande de dissolution du HDP. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.